Salut les moldus! Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle chaîne sur laquelle je vais vous raconter plein d'anecdotes, d'histoires fascinantes et plein d'autres choses sur nos séries préférées, notamment Harry Potter, La Guerre des Clans, Les Royaumes de Feu et plein d'autres séries de fascinantes histoires. Commençons avec l'histoire d'Harry Potter. Les âmes jouent un rôle important dans la saga Harry Potter. À plusieurs reprises, Harry, Sirius Black et Dudley Dursley sauvent de justesse leurs âmes des détraqueurs. Barty Croughton, lui, n'a pas cette chance. Quant à Voldemort, il crée 6 Horcruxes et un 7e involontairement en la personne de Harry, divisant ainsi sa propre âme en 8 parties qui doivent toutes être détruites afin de tuer Voldemort. Alors, qu'est-ce que l'âme ? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. D'après mes recherches, dans le monde de Harry, les gens ont une âme qui peut généralement survivre à la mort physique. Nous allons tout d'abord parler des fantômes, ou continuer au-delà. Le matérialisme est le concept dominant chez les philosophes et les scientifiques dans notre monde actuel, mais il ne s'applique pas dans le monde de Harry Potter. Donc, en gros, les âmes survivent naturellement à la mort physique. Voici l'explication d'Hermione Granger à propos des âmes. Si je prenais brusquement une épée et que je te la passais à travers du corps, Ron, je ne t'infligerais aucun dommage à ton âme. Ce qui serait pour moi une grande consolation, assura Ron. Harry éclata de rire. J'espère bien. Mais ce que je vais te montrer, c'est que quoi qu'il arrive à ton corps, ton âme reste intacte, continua Hermione. Donc, nous savons que dans le monde créé par J.K. Rowling, l'âme survit à la destruction du corps. Mais au-delà du fait qu'elle survit, nous n'avons pas d'informations claires à propos de l'âme d'une personne décédée. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, dans la salle du ministère de la magie où meurt Sirius Black, désolé d'invoquer ce malheureux souvenir aux fans de Sirius. Il y a une arche mystérieuse avec un voile et Harry et Luna Lovegood entendent des voix venant de derrière le voile. L'interprétation qu'en fait Luna est qu'il y a des personnes mortes juste derrière et qu'on les reliera. Plus tard, Nick, quasi sans tête, le fantôme de Gryffondor, ou si vous voulez, Sir Nicolas de Porpington, raconte à Harry que Sirius, qui s'est fait tuer récemment, a dû continuer, mais n'a pas d'autre explication à fournir sur ce qui se passe habituellement. Nick, bien sûr, est un fantôme. Il explique à Harry qu'un sorcier peut éviter de continuer en restant sur Terre, comme une sorte d'empreinte fantomatique de ce qu'il était. En gros, c'est une empreinte de ce qu'il était avant, quand il était sur Terre, enfin quand il était vivant, mais en mode fantôme. Il dit que peu de sorciers choisissent cette option, donc de rester sur Terre, et il n'est peut-être pas si difficile de comprendre pourquoi. Nick continue de vivre, pour ainsi dire, dans une imitation fantomatique de son corps qui peut voir et être vu, entendre et être entendu, mais qui traverse les murs et n'a peu d'influence physique sur ceux qui l'entourent. Les fantômes de J.K. Rowling provoquent apparemment une sensation glaciale lorsqu'une personne entre en contact avec eux. Mimi Géniard semble être capable de faire des ploufs dans les toilettes. Mais en dehors de ça, ils n'ont pas d'influence physique sur leurs environnements. Voldemort aurait très certainement pu avoir cette sorte d'immortalité. Mais cette forme est dépourvue de réel contact physique et plus important pour Voldemort, de pouvoir. À part chez les fantômes, il y a d'autres moyens pour les âmes d'apparaître sur Terre après que leur corps a disparu. Tout d'abord, il y a le cas de notre cher, vous savez qui, donc Voldemort, qui, grâce à ses Horcruxes, survit à la mort corporelle que lui a infligé le sortilège mortel qui s'est retourné contre lui lorsqu'il a voulu le lancer sur notre cher Harry. Nous parlerons des Horcruxes plus tard,
Mais au point où nous en sommes, il est bon de noter que lorsque l'âme de Voldemort subsiste, c'est dans une forme très affaiblie. Il décrit plus tard son état à ce moment-là comme étant réduit à moins qu'un esprit, moins que le plus infime menton. Dans la coupe de feu, si vous voulez savoir, à la page 691. Sous cette forme, Voldemort a besoin de se lier à un corps vivant pour avoir une influence physique, ce qu'il avait fait avec Quirrell. Bon, notre cher professeur Quirrell, on va le laisser là. Ensuite, il y a la condition semi-fantomique dans laquelle Harry voit à 2 reprises les gens qu'il aime. Dans la scène du cimetière dans la coupe de feu, Cédric Diggory, Bertha Jorkins, Frank Bryce le malheureux Moldy et les parents de Harry apparaissent du bout de la baguette de Voldemort, ce qui l'effraya grandement. Ces apparitions fantômes semblent bien être plus conquêtes que les fantômes auxquels Harry est habitué. Et elles ont assez de consistance physique pour que James Potter dise à Harry qu'elles lui donneront un peu de temps pour qu'il s'échappe une fois la connexion rompue. De même, lorsque Harry utilise la pierre de résurrection dans les reliques de la mort, il voit Sirius, Lupin, notre cher Remus et ses parents, et il lui semble qu'ils sont de nouveau, ou du moins d'une certaine manière, réels. Moins substantiels que des corps vivants et seulement présents dans une matière temporaire. Ils ne sont toutefois pas des fantômes. Ils sont décrits comme ni des fantômes, ni véritablement des êtres de chair. Dans Les reliques de la mort, page 814, si vous voulez savoir. Il semble donc que, bien qu'habituellement les âmes continuent sur un chemin qui n'est pas décrit, qu'on ne sait pas, des âmes désincarnées peuvent rester ou revenir sur Terre dans certaines circonstances, et lorsqu'elles le font, elles prennent différemment forme, allant de l'état quasi éthéré de Voldemort à l'état fantomatique de Nick, ou bien à la forme temporaire mais légèrement plus substantielle des âmes rapportées par la pierre de résurrection. Donc en gros, lorsque Harry meurt, enfin soi-disant meurt, dans la forêt interdite vers la fin de Harry Potter et les reliques de la mort, il se retrouve avec Dumbledore dans un endroit qui ressemble à la gare de King's Cross. L'une des interprétations serait qu'il se trouve comme dans une gare où il doit choisir sa destination, la mort ou la vie après la mort. Ou revenir, d'ailleurs. Même dans cette situation, Harry n'apprend rien sur ce qui se passera s'il décide de mourir en prenant le train, pourrait-on dire. Dumbledore se contente de lui dire que le train pourra l'amener plus loin. De plus, notre cher auteur de cette série reste délibérément ambigu sur la nature réelle ou fantasmée de sa rencontre post-mortem avec Dumbledore. On ne sait pas s'il a vraiment vu ou s'il s'agit d'une simple vision ou d'un rêve dans l'esprit de Harry. En tout cas, Dumbledore a dit que « Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry !» mais que c'était quand même peut-être réel. En gros, si je comprends bien, ça se passe dans la tête de Harry, mais ça s'est vraiment passé dans la tête de Harry. Très bien. Bon, revenons. Tout cela serait impossible si on admettait le concept matérialiste. Matérialiste. Je ne suis pas très bonne en français, dirais. Donc, cette théorie ne s'applique pas dans l'univers de Harry Potter. Mais pour en apprendre plus sur la nature des âmes, étudions les détraqueurs et les Horcruxes. Le baiser du détraqueur. Les détraqueurs aspirent les sentiments agréables et les souvenirs heureux des gens. Pire encore, ils peuvent détruire leurs âmes. Comme l'explique notre cher professeur Lupin à Harry. Harry, lorsque les détraqueurs soulèvent de leur cagoule, c'est pour faire usage de leurs armes ultimes. Et qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle le baiser du détraqueur, dit Lupin en esquissant un sourire. Ils le font subir à ceux qui veulent détruire définitivement.
Ils doivent avoir une espèce de bouche là-dessous, car il paraît que leurs mâchoires se referment sur les lèvres de leurs victimes et qu'ils aspirent leurs âmes. Quoi? Ils tuent? Non, répondit Lupin. C'est bien pire que ça. On peut continuer à exister sans son âme, tant que le cerveau et le cœur fonctionnent. Mais on n'a plus aucune conscience de soi, plus de mémoire, plus rien. Et plus aucune chance de guérison. On existe, c'est tout. Comme une coquille vide. L'âme, elle, s'est définitivement envolée. Elle est perdue à jamais. C'est le sort qu'attend Sirius Black. Ceci est très intéressant. L'âme d'un sorcier subsiste normalement à la mort corporelle. Il serait donc naturel de supposer que les âmes sont immortelles. Mais avec les détraqueurs, toutes les âmes n'atteignent pas cette condition, car elles peuvent apparemment les détruire complètement. Cependant, on peut continuer d'exister sans âme. Les paroles de Lupin à ce propos peuvent être interprétées de bien des manières. Cela peut vouloir dire que le corps existe toujours et continue à fonctionner biologiquement tant que les organes sont intacts. Selon cette interprétation, le baiser du détraqueur laisserait la victime dans une sorte d'état végétatif permanent, dans lequel les fonctions basiques du métabolisme perdurent. En gros, tu continues à vivre, mais tu n'as vraiment aucune conscience de toi. En gros, tu n'as plus aucune pensée. Tu vis juste comme ça. Je ne sais pas si tu vas te nourrir consciemment ou je sais pas quoi, mais en gros, tu vis. Comme Lupin l'a dit, tu existes comme une coquille vide. Il n'y a plus rien là-dedans. Enfin, dans l'esprit, dans l'âme. Le corps, lui, il est là. Il fonctionne parfaitement. Mais, en gros, bon, je vais vous parler de la chute. En gros, il n'y aura plus de vie mentale. Pourtant, si c'est ce que veut dire notre Rémus Lupin, il est étrange qu'il décrive cet état comme étant pire que la mort, tout en hésitant la chute de l'existence de la personne. Si l'âme est la source de la vie consciente et mentale, et si tout cela disparaît après le baiser du détraqueur, alors il serait plus approprié de dire que la personne n'est plus réellement une personne, que la coquille vide n'est finalement qu'un corps et non une personne. Puisque Lupin insiste sur le fait qu'une personne peut continuer à vivre son âme, une autre interprétation peut être évoquée. Ce n'est qu'une spéculation, mais c'est ce que j'en ai déduit. Une personne dépourvue d'âme éprouve encore des sensations et peut même encore penser à ce qui se passe autour d'elle. Après avoir reçu le baiser du détraqueur, Barty Croupton Junior percevait peut-être toujours qu'il y avait des personnes dans sa chambre. Mais n'étant pas capable de définir qui il s'agissait, ni même de qui il était, puisqu'il n'avait plus de mémoire ni la conscience de sa propre personne. Ainsi, on peut peut-être penser que l'existence après le baiser du détraqueur est semblable à un cas de démence sévère ou à la maladie d'Alzheimer. Bon, j'arrive pas trop à lire. Peut-être similaire à l'état dans lequel s'est retrouvé Lockhart après que l'un de ses sorts de mémoire oubliette s'est retourné contre lui. Le baiser du détraqueur semble exclure 2, voire 3 des concepts d'âme qui nous restent. Si l'on peut vivre sans âme, alors l'âme ne peut pas être la source de vie. Et donc cette option ne peut pas être retenue. Bien sûr, c'est ma théorie. Et si une victime du baiser du détraqueur a toujours des sensations, même un corps végétal, enfin, dans un état végétal, peut d'une certaine façon répondre à des stimulations sensorielles, alors le concept sentient est aussi à exclure. De plus, si le baiser du détraqueur permet à la personne de penser, sentir et être consciente de ce qui se passe, même sans
ou consciente de soi, alors le concept cartésien ne peut être conservé. Selon la vision cartésienne, l'âme est responsable des fonctions les plus nobles de notre capacité de croire et de comprendre dans le langage. Dans l'interprétation que j'ai suggérée, le baiser semble laisser ses capacités au moins partiellement intactes, malgré le fait que l'âme elle-même soit totalement détruite. Je ne sais pas vous, mais je vous demande bien de laisser votre avis dans les commentaires sur le baiser du détraqueur. Souhaiterez-vous plutôt mourir ou le subir? Perdre la mémoire ou mourir? Moi, je choisirais largement de mourir. Parce que pour moi, ce qui est le plus horrible, c'est que tu n'as aucune mémoire de ce que tu as vécu. Plus aucun souvenir de tes heureux années. Ou même si tu n'étais pas heureux quand même, c'est horrible quoi. Au moins, imagine qu'après la mort, peut-être qu'il y a une autre vie. Enfin, peut-être que tu n'auras aucun souvenir non plus, mais peut-être qu'il y a le paradis. Bon, on va aller ce paradis. On va dire que on pourrait aller se balader et revoir des souvenirs heureux. Mais en subissant le baiser du détraqueur, en perdant la mémoire, tu n'as plus aucun souvenir. Perdre la mémoire, ça va, c'est un peu mieux. Parce que peut-être qu'après, tu peux te recréer une vie heureuse. Ou peut-être pas si, mais subir le baiser du détraqueur, pour moi, c'est pire. En tout cas, c'est mon avis. Laissez votre commentaire en dessous de la vidéo. J'adore lire vos commentaires. Parlons maintenant donc des Horcruxes. T'as fini là? Excuse-moi, mais moi là, je m'ennuie, Franchement, tu ne fais que du blablabla, Franchement, chers spectateurs, je sais pas comment vous pouvez continuer à supporter. Là, sans doute, la vidéo, elle est déjà postée. Et là, aucune personne ne la voit, franchement. Ou en tout cas, ne va continuer à la voir, franchement. Ah oui, je vous présente mon cher ami qui est tellement bête qu'il ne peut même pas supporter quelqu'un qui parle très 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 ingénieusement et qui a une grande mémoire tactique au point de pouvoir parler si longtemps sans aucune coupure. Là on a compris. Bon, expliquez-nous vite, sinon moi vraiment je vais m'endormir. Je m'interromps encore une fois. Notre cher ami Ricky. Ouais, c'est moi. Arrête Ricky, franchement. Bon, notre cher ami Ricky a le plaisir de m'interrompre juste pour m'énerver et préciser au public qu'il est tellement bête qu'il ne peut même pas se retenir pendant que j'entoure dans la vidéo. Ouais, bon, ça va, franchement. Qui a envie de t'écouter comme ça? Est-ce que cela signifie que je devais couper la vidéo? Ouais. Allez, vas-y, fais-moi plaisir. Allez. Bon, ok. Bon, très bien. Vu notre réaction par rapport à notre cher ami Ricky, je vais devoir vous dire au revoir et laisser tomber la vidéo. Pourtant, j'avais plein de choses à continuer à vous parler. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais fait accompli.